Alors les États généraux, on le sait tous, c'est un travail de fond mené dans le cadre d'une grande consultation avec tous les acteurs de la filière. Et dans ce contexte, eh bien, vous êtes nombreux à vouloir faire remonter votre réalité telle que vous la vivez dans votre entreprise. Alors évidemment, pour des raisons pratiques, on ne pouvait pas faire parler tout le monde. C'est donc un panel de 8 chefs d'entreprise qui va maintenant s'adresser directement à Olivier Saleron à travers notre plateforme digitale. Et donc, ces 8 chefs d'entreprise, eh bien, ils sont là en visioconférence. Alors, bonjour à tous. Pour commencer, je voudrais donner la parole à Christelle Dréau. Vous dirigez une entreprise de maçonnerie couverture dans Lyon. Vous avez 11 salariés et votre question concerne les problématiques de recrutement dans votre entreprise. Oui, tout à fait. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Eh bien, écoutez, voilà, les problèmes de recrutement chez nous, comme dans bien des entreprises, sont assez récurrents et durs, hélas, dans le temps. Lorsque l'on s'adresse à la NPE, ils ont soi-disant un vivier de salariés potentiels qu'on ne voit jamais, ou rarement. Les intérimaires ne veulent pas de CDI, si on leur en propose un. Lorsque on leur demande de bien travailler en fin de mois, ils nous disent aussi qu'ils ont déjà fait trop d'heures, donc c'est impossible à trouver. Nous, personnellement, on a mis 5 ans à trouver 2 couvreurs, et parce qu'il y a eu une cessation d'activité proche de chez nous. Sinon, je pense qu'on chercherait toujours. Recruter des jeunes, c'est quasi impossible. Je pense qu'on a un réel problème aussi avec l'éducation nationale qui a une idée assez archaïque, voire rétrograde de nos métiers. Il faudrait voir avec eux pour revaloriser nos métiers et notre profession auprès d'eux pour à nouveau attirer des jeunes. Alors voilà, la question est assez simple. Qu'est-ce que la FFB compte faire pour nous et est-ce qu'elle a des solutions à nous proposer? Voilà, merci de votre attention en tout cas. Olivier Saleron. Bon, écoutez, c'est une question, on l'a un petit peu évoqué ce matin, c'est l'attractivité des métiers, évidemment, qui est devant nous. Cette pénurie qui est une des 2 choses aujourd'hui d'actualité qui est vraiment bloquante pour notre système et pour l'activité du bâtiment. Je crois qu'il ne faut pas attendre non plus. Je crois qu'il faut qu'on prenne les choses en main. C'est ce que l'on a fait. On a parlé, je ne me souviens plus de son prénom, mais voilà. Christelle, tu as parlé, je te tutoie. Christelle, tu as parlé tu as dit la NPE, bon allez, on va dire Pôle emploi, parce que ça a quand même beaucoup changé. Je vais dire, à Pôle emploi, c'est simple, ça fait des années qu'on dit il y a 450 000 salariés, enfin en tout cas malheureusement au chômage, qui ont coché la case bâtiment. Ce qui s'est dit il y a déjà de nombreux mois et encore plus cet hiver avec la ministre Elisabeth Borne, il faut en sortir de là. Ces fameux 450 000, il faut trouver pourquoi ils ne sont plus employables et pourquoi ils restent à Pôle emploi. La première des choses, ça a été de repeigner tout ça. Elle a pris, vous savez, Madame Borne, quand elle dit quelque chose, on est tous au pit, on est tous au garde à vous et on y va. Elle a pris son directeur de Pôle emploi national, lui a dit, bon, vous me dites, quel est le problème? 15 jours après, il a trouvé tout de suite. Il a dit, à Pôle emploi, sur les 450 000, il y a un tiers de personnes qui sont très très loin de l'emploi, qui se sont mis au chômage avec la case bâtiment, parce qu'un jour, à 18 ans, 16 ans, ils avaient installé un tableau, donc ils avaient cloué un clou ou quoi que ce soit, et donc ils étaient un petit peu bricolos, donc ils se sont mis dans le bâtiment. Finalement, cela, ça va être très difficile, il va falloir les sortir, il y a aussi un problème social, mais il va falloir enclencher plusieurs années minimum, et encore, s'ils ont le mental, pour travailler chez nous, de formation. La deuxième chose, le deuxième tiers, ce sont des gens qui travaillent, qui sont à temps partiel, plus ou moins des contrats courts ou quoi que ce soit, mais qui sont toujours inscrits à Pôle emploi. Et ceux-là, on peut dire que la grosse majorité sont dans l'emploi. Évidemment qu'on aurait besoin qu'ils travaillent un petit peu plus, parce que je parlais du 3e tiers tout à l'heure, mais là, dans ce 2e tiers-là, tu l'as dit tout à fait, il y a des gens qui sont aux intérims et qui attendent la fameuse prime de précarité, sur laquelle, vous le savez, on lutte, on essaie de lutter,
ces fameux 10% de plus qui vont faire la différence avec nos salariés, nous sédentaires, hein, et les intérimaires, on sait comment ils gèrent tout ça. Ils travaillent pas quand ils veulent, mais je veux dire, voilà, ils calculent toujours ce temps de prime de précarité et puis aussi ce qu'ils vont pouvoir toucher en sus au niveau du Pôle emploi. Donc ceux-là, il faut les mettre un peu plus au boulot, donc restreindre un petit peu ces règles-là. On est franc, voilà, il faut agir là-dessus. Et le troisième tiers, eh bien en fait, ce sont des gens qui en fait, sont très proches de l'emploi. Ils ont eu un accident familial, un accident professionnel, un accident physique ou psychologique. Et ceux-là, ils sont 150 000 aussi, et c'est ceux-là qu'il faut récupérer réellement, leur proposer une formation rapide, quelquefois de quelques semaines suffit, quelquefois plusieurs mois, et c'est là-dessus qu'on compte beaucoup. Aujourd'hui, Mme Borne a désigné dans chaque département un référent BTP. Je suis certain que vous, enfin en tout cas les présidents et délégués généraux, secrétaires généraux dans la salle, quasiment à 100%, ont été appelés par Pôle emploi en disant voilà, là-dessus, il faut agir avec nous. On l'a déjà fait et donc on va récupérer, peut-être pas de 150 000 salariés, mais si on en récupère, allez, entre 50 et 100 000, on sera satisfait dans les mois et les années prochaines parce qu'on en a besoin. L'autre chose, c'est être attractif auprès des jeunes. Donc, continuer à changer l'image du bâtiment, continuer avec, vous l'avez vu, notre communication. Nous allons lancer une grande campagne de communication tout début 2022, on l'avait promis, on va le faire, hein, une campagne grand public sur nos concitoyens, sur les parents, sur les profs, l'éducation nationale, justement pour qu'ils voient le bâtiment tel qu'il est, tel qu'on veut le montrer aujourd'hui, tel qu'on le montre dans ces états généraux de la construction avec nos solutions. Un bâtiment innovant, une nouvelle image. Vous l'avez déjà vu, j'espère, envers les jeunes aussi, sur tous les réseaux sociaux. Nous avons investi dans la communication à la Fédération française du bâtiment. On a musclé vraiment ce service-là. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est, allez, sans aucune fausse modestie, quasiment la première des grandes fédérations à avoir autant de vues sur les réseaux sociaux, sur les 4 principaux réseaux sociaux. Donc tout ça, c'est important. J'ai parlé tout à l'heure, j'ai aperçu Sébastien Tavot, les 15 villes bâtisseurs, les quartiers prioritaires de la ville, les quartiers dits difficiles. Il n'y a pas qu'à Paris, en région parisienne, qu'il y en a. Il y en a partout, il y en a même dans le Périgord. Il faut aller chercher ces gens-là. On a vécu quelque chose d'ultra émouvant avec Sébastien et Fabien Dora, d'ailleurs, il y a un mois de ça, dans le gymnase d'Evry, avec 3 ministres, et il y avait un panel de personnes, de jeunes, moins jeunes, qui étaient en réorientation, insertion, bâtiment, pas trop bâtiment, etc. Et vraiment, ces discours francs, directs, du style, nous on est motivés, nous on a cet état d'esprit, on veut tenter notre chance dans le bâtiment, mais personne ne vient nous chercher, parce que moi quand je dis ça à mes copains, ils sautent de ma figure aujourd'hui, mais moi je veux y aller, je veux leur montrer que je veux me former, je veux travailler dans une entreprise, et c'est vrai que quelques-uns voulaient créer leur boîte, mais tant mieux. Donc là-dessus, il faut qu'on soit vraiment très actif, c'est ce qu'on essaie de faire. Il y a d'autres solutions, bien sûr. Hein. Je parlais souvent les réorientations de personnes, de jeunes publics, hein, enfin jeunes publics, de jeunes adultes plutôt, entre 35 et 40 ans. Ces gens, j'ai dit ce matin, qui s'ennuient devant leur écran. Il y en a plusieurs dizaines de milliers en France. Ceux-là, il va falloir récupérer. Il va falloir aussi récupérer des grands techniciens de l'aéronautique, qui malheureusement, certains vont se retrouver au chômage dans très peu de temps. Eh bien, ceux-là, ils vont faire de très bons techniciens chez nous. Des ingénieurs, des dessinateurs 3D, des BIM, etc., des spécialistes Lean. Il y en a partout dans l'industrie. Eh bien, malheureusement, il y a des secteurs qui vont mettre un genou à terre. À nous de les récupérer. Vous voyez, ce panel est tellement important, tellement motivant pour l'avenir, qu'il faut y aller, quoi. Il faut y aller, c'est à nous de le faire. Et c'est à la fédération, évidemment, donc vous, hein, d'être proactif, c'est un terme un peu désuet, mais en tout cas, il faut y aller, quoi. Moi, j'y crois beaucoup, parce que nous allons aider la société à trouver une nouvelle image beaucoup plus innovante au bâtiment. C'est ce que l'on veut faire. J'espère qu'on va y arriver. Olivier Salon, en fait, la question que pose Christelle, et vous le disiez tout à l'heure, pose la question de l'attractivité du secteur. Comment vous expliquez qu'encore aujourd'hui, le secteur souffre de cette image-là ou d'une image qui ne soit pas forcément toujours très positive et de préjugés? Comment vous l'expliquez? Parce que c'est un peu comme le rugby avant la data et l'innovation. C'est-à-dire que voilà, on travaillait, on baissait les chines et puis on y allait, quoi.
on travaillait entreprise par entreprise, il y avait toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on est rentré largement dans le XXIe siècle et aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on peut utiliser toutes ces choses-là, il faut qu'on les montre. C'est du salarié, du technicien, du manœuvre qui s'éclate aussi dans son boulot, parce que ça arrive évidemment. Donc l'idée, c'est de le faire savoir. En équipe, vous savez, Fabien tout à l'heure disait, il y en a qui réfléchissent beaucoup, des petits, des gros, des rapides, des moins rapides, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes. Voilà, et tout ça, il faut le mettre en musique. Ben, une entreprise, c'est la même chose. Donc il faut qu'on le mette. Parce que l'individualité, on l'a dit ce matin aussi, je l'ai répété, je crois qu'à un moment donné, beaucoup ont besoin de l'esprit d'équipe et de travailler en équipe. Je crois que le bâtiment est un des seuls réels secteurs à pouvoir l'offrir et aussi à s'accomplir et à créer son entreprise au plus vite. Alors, je me tourne maintenant vers Benjamin Fouillet. Benjamin Fouillet, vous dirigez une entreprise de couverture en Mayenne et votre question à Olivier Saleron concerne le sujet très sensible qui est celui des prix des matériaux et donc évidemment de la pénurie de matières premières. Effectivement, bonjour à tous, bonjour Président. Et donc oui, effectivement, la période est très propice en ce moment pour nos entreprises. Nous avons tous des carnets de commandes pleins, comme ça fait longtemps qu'on n'a pas connu ça. Et en face de ça, on se retrouve avec beaucoup de travail et peut-être pas de matériaux pour réaliser ces chantiers. Si on a du matériau, il y a des délais qui sont à rallonge. Et puis surtout, effectivement, des prix qui explosent. Je pense notamment le bois, au jour d'aujourd'hui, nos fournisseurs ont bien des difficultés à nous donner des tarifs, puisque même eux ne savent même pas à quel prix ils vont l'acheter, ni quand ils l'auront. Donc, et puis comme ce sont des choses à notre échelle où je ne vois pas bien ce qu'on peut faire, puisque c'est international. Donc nous, qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis de nos clients? Et vous, la fédération, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider sur ces sujets? Alors tu l'as dit, le phénomène est mondial, j'en ai parlé aussi tout à l'heure. Donc là-dessus, pour agir, si la FFB pouvait le faire, et ça serait extraordinaire et j'en serais le premier, non seulement fier, mais content pour nos adhérents. La première des choses, c'est protéger, c'est-à-dire d'avoir un consensus sur l'analyse du phénomène. On l'a vu tout à l'heure avec la ministre, donc avec le gouvernement en général. On va dire que ça ira plus vite. Donc là-dessus, on sait, le bâtiment a prouvé en un an sa forte résilience, on en a parlé aussi au niveau rugby. Aujourd'hui, il faut agir. Donc il faut aboyer, parce que si on n'aboie pas, on n'est pas entendu, vous le savez. Donc là-dessus, protéger nos entreprises, essayer aussi d'agir sur tout ce qui est industrie, production, circuits courts, circuits locaux. On est capable, à la fédération, certains départements d'ailleurs, ont mis en relation des industries locales avec des entreprises locales. Je parle du bois, mais je parle de plein d'autres choses, ce qui est possible de faire. Donc déjà, nous, c'est à trouver des solutions au minimum. Ensuite, bien évidemment, c'est protéger nos entreprises. Mais aujourd'hui, malheureusement, la France est ultra centralisée, donc c'est avec les ministères, donc c'est avec nos gouvernants. Et aujourd'hui, ce que je disais, la semaine d'avant, on négocie le gel des pénalités de retard sur des chantiers assez longs. Ça ne suffit pas, il faut qu'on aille plus loin. Donc, mardi, on va négocier une certaine indexation de prix qui deviendrait un crédit d'impôt pour nos entreprises, pour les sauver en tout cas. Et in fine, malheureusement, si les pénuries éventuelles arrivent, d'ailleurs on les voit arriver dans certaines entreprises, certains secteurs, eh bien c'est une fois plus, sécuriser l'entreprise en faisant admettre à la ministre du Travail qu'il faut appliquer le chômage partiel à 100% pour les entreprises du bâtiment. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un phénomène qui ne concerne pas que la France. Malheureusement, on n'est pas sûrement dans la vieille Europe assez protectionniste. Je l'ai encore dit ce matin. Certains pays viennent nous piller les matériaux à des prix faramineux, exponentiels. Ce n'est pas acceptable, nous, même psychologiquement, ce n'est pas normal. On bosse, on est à fond, on vient de parler à l'instant de l'attractivité de nos entreprises. Moi, ça ne me fait pas marrer la semaine prochaine si je m'exprime en conférence de presse et que je dis 30% des chantiers vont fermer.
Parce qu'on va me dire, ouais, alors vous essayez d'attirer des jeunes, des moins jeunes dans le métier du bâtiment avec une espérance et un optimisme sur la suite et sur le développement durable, la construction écologiste, etc., la rénovation énergétique, beaucoup de travail pour les entreprises du bâtiment. Et puis là, 2 semaines après, vous dites que tout va se stopper. Donc évidemment, la liaison est fine, mais en tout cas, on ne peut pas faire. Aujourd'hui, une fédération comme la Fédération du bâtiment est entendue, écoutée et prise en conseil aussi par ces propositions réalistes. Donc là-dessus, il va falloir qu'on se batte. Désolé, ce n'est pas en coup de crayon qu'on va réussir à pallier ce manque de matériaux qui est là vraiment devant nous. Mais bon, on va essayer de l'atténuer au maximum. Alors, sur la plateforme, il y a beaucoup de commentaires, hein, il y a des questions qui suscitent beaucoup de commentaires. Et notamment, il y a un sujet qui revient régulièrement, c'est celui de la concurrence déloyale. Edith Laurent, bonjour, vous êtes à la tête d'une entreprise de couverture dans la Meuse, vous avez 10 salariés et cette concurrence déloyale est un sujet, vous, qui notamment vous concerne beaucoup, vous préoccupe beaucoup. Oui, bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Effectivement, nos entreprises, depuis des années, sont confrontées à la concurrence déloyale qui prend différentes formes. La première, c'est, on y pense tous quand on parle de concurrence déloyale, c'est le statut d'auto-entrepreneur. Nous embauchons, nous payons nos charges, alors que malgré que le statut ait évolué, les entreprises, ces entreprises d'auto-entrepreneurs n'ont toujours pas les mêmes exigences, ce qui n'est pas normal. La deuxième forme de concurrence déloyale, ce sont les entreprises qui cassent les prix. Aujourd'hui, sur des marchés, nous sommes face à des entreprises qui font moins 10, moins 20, moins 30%. Comment cela est-il possible sans que ces entreprises éventuellement travaillent avec du personnel qui ne sont pas déclarés, voire des entreprises qui ne respectent pas les réglementations environnementales, mais aussi sociétales ou sociales, ou alors des entreprises qui font de la non-qualité. Et puis, la troisième forme, celle qui me préoccupe le plus, ce sont les plateformes qui se développent, et notamment avec les travaux à 1 euro. Aujourd'hui, nous, entreprises, nous nous formons, nous sommes référencés et qualifiés RGE. Nous accompagnons nos entreprises dans le cadre des C2E, de MaPrimeRénov', et nous sommes face à des plateformes qui utilisent des outils marketing complètement très importants et qui sont à la limite de la légalité. Que peut faire la Fédé aujourd'hui face à cette concurrence déloyale qui nous fait beaucoup de tort? Alors, sur la concurrence déloyale, donc en premier lieu, bon, tu as parlé de l'auto-entrepreneur. Sache qu'à chaque fois que l'on voit les ministres, et c'est noté dans toutes nos demandes, pour nous, l'auto-entrepreneur doit être borné à 2 ans maximum. 2 ans, on n'ira pas jusqu'à 3 ans. Bon, si on va jusqu'à 3 ans, on en discute. Voilà. Et ensuite, qu'il y ait toutes les qualifications dans certains métiers qui sont scandaleusement, qui ont été octroyés scandaleusement. Il y a certains métiers, absolument, les qualifications sont indispensables. Je parle chez moi, par exemple, à des auto-entrepreneurs qui sont plombiers chauffagistes et qui n'ont aucune qualification gaz ou climatisation, etc. Donc tout ça, c'est un scandale. Sachez que nous, on n'a pas accepté tout ça. Nous, on a laissé, depuis quelques années, à discrétion de chaque département, pour savoir ou pas si un entrepreneur qui voulait aller à la FFB pouvait intégrer le fait d'être adhérent départemental ou pas. Je crois que les règles ont été assez claires. C'était aussi la volonté de ce créateur d'entreprise de se développer, de commencer à prendre un apprenti, de commencer à prendre des salariés, donc de passer dans le régime normal. Ça, c'est la première des choses. Je crois qu'il ne faut pas non plus jeter quoi que ce soit sur les créateurs d'entreprises, puisqu'aujourd'hui, ils sont 80% à se créer comme ça. Donc là-dessus, il faut être bien clair. Mais en revanche, il ne faut pas que ça déborde. Il ne faut pas qu'on soit comme nos petits copains à côté, où ils commencent à revendiquer les 150 000 auto-entrepreneurs comme des artisans classiques. Je ne sais pas comment leurs adhérents peuvent accepter ça. Nous, on le combat. Et ça, il faut le dire.
parle de chambre des métiers, on en parlera tout à l'heure ce soir, il faut le dire, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Nous, c'est une différence majeure. Ça, c'est la première des choses. Tu as parlé de tout ce qui était concurrence déloyale. À la FFB, on n'a jamais eu un double discours. C'est-à-dire qu'on est pour des contrôles sur les chantiers, le soir, le week-end, etc., etc., pour combattre le travail au noir, je vais dire classique, chez les particuliers classiques, malheureusement, le soir, le week-end et les jours fériés, mais aussi sur les moyens chantiers, sur les gros chantiers. Beaucoup plus de contrôle avec des contrôleurs. Moi, ça ne me gêne pas, franchement, qu'ils embauchent des fonctionnaires pour aller contrôler les chantiers. Et ça, voilà, aujourd'hui, on a tout l'arsenal juridique pour pénaliser et donc établir des amendes extrêmement fortes sur les tricheurs, sur les entreprises qui trichent, sur les artisans qui trichent, etc. etc. Donc là-dessus, il faut l'appliquer. Moi, je dis, quand on roulait à 150 km/h sur les autoroutes, quand il n'y avait pas ni policiers ni radars, voilà, aujourd'hui, il y a des contrôles, on fait attention. Là, s'il n'y a pas d'exemple, je suis désolé, il y a d'exemples précis, ça peut monter aujourd'hui avec certaines lois jusqu'à 500 000 € par problème relevé sur un chantier ou en concurrence déloyale. Donc il faut y aller là-dessus. On a travaillé avec Gilles Savary pour les lois, là aussi, contre le travail détaché illégal. Tout ça est plutôt, un minimum encadré, plutôt bien encadré. On a créé la carte BTP. La FFB a été la seule vraiment fédération à pousser pour la carte BTP. Alors bien sûr, ce n'est pas la panacée, mais en tout cas, on peut contrôler un peu plus facilement et les agents peuvent contrôler un peu plus facilement. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'agents contrôleurs, de policiers, de gendarmes, d'inspection du travail pour ce genre de choses. Donc, pas de double discours, il faut absolument qu'on lutte contre ce travail détaché illégal. Et aussi, écoutez, peut-être profiter des élections présidentielles de l'année prochaine, ça tombe bien, on est en train de rencontrer la plupart des candidats, soit déclarés, soit plus ou moins pressentis, et à ce moment-là, c'est à nous, dans leur programme, d'avancer toutes ces choses-là, parce que je crois qu'ils sont tous à peu près d'accord, comme la France doit prendre aussi la direction de l'Union européenne, c'est aussi le bon moment. Sur les offres à 1 €, on a lutté très fortement sur tout ce qui était arnaque. Oui, mais alors attention, c'est pareil, c'est une question de contrôle. Il ne faut pas jeter l'opprobre sur tout un secteur qui a travaillé plus ou moins bien. Moi, j'ai des confrères qui ont fait des chaudières à 1 €, qui ont fait de l'isolation à 1 €. C'est des petites entreprises locales qui emploient 2-3 gars qui sont vertueuses et qui peuvent être pris en flagrant, pas en flagrant délit, mais si vous voulez, pénalisés par des décisions gouvernementales parce que sur BFM Télé, ils ont parlé qu'il y avait des exagérations, etc. etc. Donc c'est à nous aussi, FFB, Fédération française du bâtiment, vraiment de tout notre poids de défendre nos adhérents et de rejeter les autres et de demander beaucoup plus de contrôle. Alors, parmi les sujets qui suscitent beaucoup de questions, il y a la nouvelle réglementation environnementale RE 2020. Jérôme Bruno, bonjour, vous êtes patron d'une entreprise de menuiserie et d'installation électrique dans le Cher. Quelle est votre question ? Bonjour à tous, bonjour à tous. Effectivement, la nouvelle réglementation va bouleverser considérablement notre profession en nous imposant des changements radicaux, aussi bien en termes de techniques à utiliser que de méthodes de construction, qu'en termes aussi de matériaux à utiliser. Qui plus est, un bouleversement ultra rapide puisqu'elle sera applicable d'ici quelques mois. J'ai l'impression qu'on va nous imposer des normes qui, aujourd'hui, nous ne sommes même pas sûrs de pouvoir en atteindre les exigences, sans oublier les surcoûts non négligeables que nos clients devront supporter. Alors ma question est simple, c'est comment s'y préparer, comment réagir face à cette nouvelle norme. Alors cette RE 2020, un tout petit historique, on y avait bossé pendant 2 ans et demi, avec le plus c'est moins, et du jour au lendemain, elle a été rayée d'un coup de crayon, et fin novembre, on nous a annoncé quelque chose dont on ne nous avait jamais parlé, on n'était pas préparé, on n'a pas travaillé en amont. Donc déjà, grosse colère. Évidemment, notre conférence de presse, on l'a fait en filière construction en disant « vous ne pouvez pas nous imposer des choses là ». Et très vite, on a demandé, d'ailleurs quelques jours après, j'ai demandé le report de 6 mois minimum, ce qu'on a obtenu 3 mois après, mais en tout cas, on l'a obtenu. Et cette RE 2020 a été retravaillée par les services, je dis souvent, elle a été annoncée par Barbara Pompili en conférence de presse.
et retravailler, heureusement, alors je vais me faire engueuler parce que j'ai encore prononcé le mot d'Emmanuelle Wargon, mais le nom, mais c'est vrai. Et donc c'est elle qui l'a présenté avec nous, avec Jean Passini, au mois de mars dernier. Évidemment qu'on a réussi à l'amender, cette RE 2020, quand on levait les bras au ciel et qu'on disait attention, on est réaliste, de mettre une construction bois 100% dès 2027-2030, nous on est pour. On est pour construire en terre, en chanvre, en paille, en bois, en tout ce qu'on veut. Il n'y a aucun souci. La seule chose, c'est qu'il faut qu'on soit réaliste. C'est quand même l'avenir de 1 200 000 salariés qui est en jeu et la formation, là, qui concernait quand même 400 000 salariés à reformer en quelques années. Et puis je ne vous parle pas aussi des formations initiales, des CFA, etc., qu'il fallait aussi rénover et en tout cas aller sur d'autres directions. Donc oui, on est d'accord, oui, on va accompagner, oui, on est force de proposition. Notre service a de suite, le jour d'après, j'ai décidé de créer une task force, c'est la mode, une task force rénovation énergétique FEB RE 2020, et on a auditionné tout un tas de nos amis des filières de la construction pour leur dire, attendez, nous on a des propositions réalistes, bien sûr qu'on ne va pas aller contre parce qu'on ne va pas pouvoir l'effacer, malheureusement on n'est pas au gouvernement nous-mêmes, mais avec Franck Perrault, avec Jean Passini et Samuel Minot, qui ont audité tout un tas de personnes. Il y avait d'autres aussi, il y avait évidemment Christophe Possémé pour tout ce qui était règlement, fiscalité, etc. Donc on a travaillé, on a bossé et on a réussi à amender quand même cette RE 2020 qui va être applicable au 1er janvier 2022 vers ce que l'on pensait de plus réaliste possible. Je crois qu'on est à peu près sur la même longueur d'onde. Il va falloir lutter encore puisque les conclusions vont tomber là, juin-juillet, hein, donc on est encore sur le pont. En revanche, la grosse déception, c'est sur le gaz naturel. C'est sur le gaz. Effectivement, on a réussi à repousser d'un an, mais on est toujours dans la lutte de ce ministère de la Transition écologique, de Barbara Pompili en particulier, contre toutes les énergies fossiles. Donc on a vu ce que ça a donné, je le disais tout à l'heure, sur le fioul. Il a fallu que le fioul, il fallait plus de fioul. Et puis finalement, ce matin ou hier soir, il tombe que finalement les chaudières au fioul, on aura jusqu'à mi-2022 pour les remplacer, alors que ça devait être quasiment tout de suite. Pour le gaz, à force d'explication, avec des partenaires, il existe du gaz vert, il existe plein de choses. On peut faire de la mixité, on peut mixer plein de choses. Je dis ça parce que beaucoup de plombiers chauffagistes m'en parlent souvent. Et je dis, on se bat toujours. Donc beaucoup plus de mixité. Et écoutez, avec nos propositions réalistes, on a su renverser souvent le manche à 180 degrés. Ça tombe bien, je le répète, il y a une élection présidentielle dans 9 mois. Et là-dessus, on a nos propositions. Stéphanie Scoffier, vous êtes à la tête d'une entreprise de travaux publics dans les Alpes-Maritimes et comme beaucoup d'adhérents, vous interrogez sur la transformation du secteur. En gros, à quoi vont ressembler les entreprises et la filière dans les 10 années qui viennent? Effectivement, bonjour à tous et à toutes. On voit bien que depuis quelque temps, nos entreprises subissent des changements importants. Numérisation accrue, une pression environnementale qui certes est tout à fait nécessaire, mais qui est très pesante pour nos PME et TPE, et ajouter à cela une charge administrative qui évolue, qui est de plus en plus complexe et qui plus est évolue chaque année. Enfin, on est quand même confronté à un changement comportemental de nos clients. Aujourd'hui, c'est tout de suite et de préférence à bas prix. Donc la question que je vous pose, c'est comment faire adhérer l'ensemble de nos collaborateurs, administratifs, mais également personnels de chantier à ces nouveaux enjeux qui, à mon sens, ne pourront être relevés que dans une démarche collective. Voilà, je vous remercie. Merci Stéphanie. Alors ma réponse aurait pu être courte, mais la fin de la question concernait beaucoup plus aussi nos salariés. Donc les salariés, il y en a une qui en parle encore mieux que moi, mais qui parle aussi de responsabilité sociale, sociétale des entreprises et environnementale. C'est Catherine Guerniot qui va s'exprimer demain matin lors du congrès. Et effectivement, cette attractivité, cette fidélisation de nos salariés, cette ambition, ce travail de groupe, cet esprit d'équipe, cet accueil de nos apprentis et nouveaux employés, quels qu'ils soient, je dis bien du manœuvre jusqu'à l'ingénieur de très très haut niveau, eh bien, il faut qu'on le soigne encore plus parce que d'autres secteurs l'ont déjà fait. Donc il faut qu'on le fasse absolument. Après le reste, je vais être hyper bref. Je vais montrer encore une fois
Voilà comment on voit vous voyez le bâtiment dans 10-15 ans. Voilà le tome 2 qui sortira ce soir et qui sera amendé par rapport à toutes les réflexions qu'il y aura eu ce matin. Et là-dessus, oui, soyons innovants, soyons dans la diversité, il faut qu'on s'adapte, il faut changer cette image du bâtiment. Moi, j'y crois vraiment, parce que si j'y croyais pas, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui, hein, avec, j'espère, un certain enthousiasme là-dessus, parce que j'y crois beaucoup. Je crois qu'on va croître au niveau de nos effectifs, parce qu'il faut loger, parce qu'il y a un problème social qui arrive et sociétal. Vous avez vu ce matin le père Devers qui en parlait bien mieux que moi. Ce social, c'est l'ADN de notre bâtiment. C'est aussi, il faut le dire, hein, certains de nos employés qui se retrouvent après un accident de vie de famille tout seuls, et donc il faut les loger, il faut les aider, il faut faire, j'ai pas le droit de dire ça, mais il faut faire le banquier quelquefois, il faut les accompagner dans des démarches. Et bien tout ça, oui, Catherine Gagnon demain matin avec sa RSE et surtout l'outil que la fédération vient de mettre en place il y a un mois de ça, qui est accessible seulement par nos adhérents, est formidable. Alors, Aubin Padonou, bonjour. Vous dirigez une entreprise de peinture, ravalement et isolation en Charente-Maritime. Vous avez une question qui a été très largement relayée sur la plateforme concernant la relance de la construction, le sujet évidemment majeur aujourd'hui. Quelle est votre question exactement ? Oui, en effet. Bonjour à toutes, à tous, Président. La crise sanitaire a été difficile pour le BTP, mais bien moins comparé à certains secteurs d'activité. Le plan de relance a bien ciblé le bâtiment. Néanmoins, ce qui se profile, c'est une grave crise de la construction neuve. En Charente-Maritime, par exemple, et principalement à La Rochelle, la réforme des PLUI s'est télescopée en 2020 avec le premier confinement où des instructeurs étaient aux abonnés absents pendant quelques semaines, voire quelques mois. Le niveau de projet de logement ou de non-résidentiel est au plus bas depuis plus de 10 ans et l'érosion s'accélère. Il y a donc d'une part des PLUI qui parfois compliquent et découragent les investisseurs, des débats sur l'artificialisation. Nous avons localement nos contraintes littorales, zones protégées, zones humides, zones Natura 2000 et j'en passe. Et globalement, d'autre part, le climat des affaires n'est pas totalement idyllique. On voit bien que les permis de construire et les projets restent dans les cartons par manque de confiance ou par accumulation de difficultés. C'est donc toute la chaîne de la construction qui pourrait s'avérer en danger à court ou à moyen terme. De l'artisan seul travaillant pour des constructeurs de maisons individuelles, à nos PME pourtant historiquement ancrées sur nos territoires. L'euphorie actuelle de rattrapage va-t-elle perdurer ? Alors, Président, ma question est au nom des jeunes dirigeants du bâtiment de la Charente-Maritime et plus largement des adhérents de la Charente-Maritime, c'est de savoir quelle est votre vision de l'avenir de la construction neuve et quelles sont les mesures qu'il faudra mettre en œuvre. Merci. Merci Aubin et merci pour ta visite avec le groupe. On n'en a pas trop parlé aujourd'hui, mais on en parle beaucoup là-dedans. Hein. Les groupes des jeunes du bâtiment et les groupes des femmes dirigeantes aussi. Mais toi, je sais que tu mènes le tien avec des gars et des filles très motivés. Donc bravo Aubin, c'est super ce que tu fais. C'est bizarre, je me serais attendu à une question sur la communication de ta part, mais ça veut dire qu'on est devenu pas trop mauvais, si tu dis rien là-dessus. Voilà. Donc oui, bien sûr, la relance, vous savez, hein, la relance, c'est cette commission il y a 3 jours, enfin, j'ai dit tout à l'heure à la ministre, enfin, ça fait 1 an qu'on la demande, cette relance de la construction neuve, cette fameuse commission REPSAEN. C'est pas un secret, hein, quand le ministère nous a appelés, il a appelé d'abord un parlementaire dont je tairai le nom, et la deuxième qu'il a appelé, c'est nous, c'est la Fédé. Hein, donc ce n'était pas un mensonge, c'est la réalité. Ça prouve, d'ailleurs, je disais ce matin, on est la seule fédération de constructeurs qui est intégrée, hein, bien sûr, à cette commission-là. Donc compte sur nous, compte sur moi, compte sur les équipes et
Je compte sur vous, surtout sur toi d'ailleurs. Aubin, tu vois, je te prends au mot. Hein. La prochaine réunion, c'est le 15 juillet. Et pendant ce temps-là, il va falloir foisonner, il va falloir donner nos idées. On en a beaucoup, tu le sais. On en a proposé beaucoup il y a 1 an. Il en faut plus, il faut des choses innovantes. Je sais que tu l'es, avec tes copains et copines. Il faut qu'on soit vraiment à conditions exceptionnelles, des propositions exceptionnelles. Voilà. Je veux dire, plus ça va être gros, plus ça va marcher. Donc il faut y aller. Et ça, c'est clair. Il faut vraiment le faire. Donc, on va travailler avec nos amis de Pôle Habitat FFB, évidemment, avec Grégory Monod, que j'ai très souvent au téléphone. Hein. D'ailleurs, je l'ai dit l'autre jour, nous sommes vraiment avec aussi nos aménageurs, constructeurs, maisons individuelles, etc. Parce que, évidemment, la FFB, c'est de la diversité. Donc là-dessus, oui, je compte sur toi. Bon, tu me parles de ton département, sinistré, bon, hein, Charente-Maritime, voilà, hein, le département de l'ancien président Didier Ridoré, j'aperçois Daniel aussi dans la salle. Oui, bon, effectivement qu'aujourd'hui, c'est les matériaux et la pénurie qui nous choquent. Le reste, sur l'activité, on est plutôt pas mal. Hein. Quand je dis demain Samuel Minot, je dis cache-moi les cadrans de chaque thème et oui, de tout ce qui peut se passer aujourd'hui dans le bâtiment, parce que tous les cadrans étaient ouverts, sont ouverts, ou en tout cas progressent. Voilà. Bon, ce blocage de la pénurie des matériaux, c'est ce qui nous choque. Compte sur nous, en tout cas, et je compte sur vous vraiment, pour améliorer cette construction neuve qui t'intéresse au plus haut point, je sais, dans ton département. Et vraiment, à partir du mois de septembre, fin septembre, d'avoir des propositions ultra concrètes au Premier ministre et aussi au Président de la République, parce que c'est le Président de la République qui a demandé, en off, c'est clair, à quelques mois des élections nationales, au Premier ministre de monter cette commission avec, j'espère, des gens compétents, dont la Fédération du bâtiment. Alors, il y a une question qui revient souvent sur la plateforme, c'est une interrogation sur l'avenir des PME et sur le besoin nécessaire de soutien pour investir dans l'innovation. Isabelle Mouric, vous êtes à la tête d'une entreprise de maçonnerie et de gros œuvres en Seine-Maritime. C'est cette question que vous portez vous-même. Oui, bonjour Président. Effectivement, dans le contexte actuel où les réglementations et les marchés changent vite, il est parfois difficile pour les PME de mener à terme leurs projets d'innovation et de développement. Alors, par manque de finances, parce que les marges que nous dégageons sont faibles, par manque de compétences, mais ça, on en a déjà parlé, et aussi, je pense, par manque de bonne image de la PME, parce que nous, on a quand même vu que les étudiants qui sortent d'écoles d'ingénieurs ou d'autres ont plutôt tendance à se tourner vers les majors plutôt que vers les PME. Et à l'heure de la transition écologique, énergétique, on peut ajouter numérique également, il nous paraît essentiel de maintenir ces structures indépendantes dans le paysage économique, car elles participent à l'équilibre des territoires. Nos entreprises sont implantées localement, elles emploient de la main-d'œuvre locale et elles ont des savoir-faire très spécifiques. Donc, qu'est-ce qui peut être fait pour accompagner les PME du bâtiment dans leur développement ? Alors, tout à l'heure, tu parlais, tout de suite, là, tu parlais déjà de l'instabilité. Oui, on en a marre, l'instabilité juridique, sociale, mais aussi au niveau des aides. On en a bien parlé, que ce soit dans la rénovation énergétique, les CITE, les machins, les pourcentages qui changent sans arrêt, les C2E que l'on ramène à 6 mois, etc. Sur le neuf, le PINEL, le machin, les pourcentages, du PTZ, la carte. En fait, on est totalement perdu. Et tu as raison, pour faire un plan pour une entreprise du bâtiment à 5 ans, c'est difficile, surtout quand on est dans des créneaux, dans certaines niches, parce qu'on sait que ça va être instable. Donc ça, c'est insupportable. Tout à l'heure, quand je disais, quand j'ai proposé, nous avons proposé que le ministère de Logement, en tout cas, s'appelle ministère de la Construction et soit à Bercy au lieu d'ailleurs, c'est parce qu'on a l'impression qu'on le balade un peu. Et en fait, on le balade. Moi, écoutez, en 12 mois de président, j'ai déjà fait deux endroits de notre ministère de tutelle qui serait le ministère du Logement. Ce qui veut dire que c'est la variable d'ajustement. La variable d'ajustement est le bâtiment et ses normes et ses règles par rapport à ce que lui dicte le budget ou l'économie. Donc ça, c'est
C'est vraiment le plus gros problème. Sur la faiblesse de tout ce qui était fonds propres, donc j'ai noté, c'est vrai qu'il va falloir qu'on crée aussi, alors peut-être régionalement, ça existe, des fonds d'aide à l'investissement des entreprises. La compétence, elle est régionale, ça tombe bien, il y a les élections, alors c'est un peu proche, c'est la semaine prochaine, hein. Mais en tout cas, dans tout ce que l'on avait, nous, dans nos propositions pour les élections régionales et départementales, les 8 et 15 propositions, on avait tout ça. Aider à consolider les fonds propres des entreprises, parce que une entreprise du bâtiment est déficitaire en fonds propres, et ensuite, mais vous le savez, a une marge qui est ridicule par rapport au monde entier, l'économie du bâtiment dans le monde, puisqu'on est toujours en dessous de 2%, une des marges les plus basses mondiales. Là-dessus, il faut gagner en gestion. Tu as parlé d'innovation, oui, moi je veux dire, dans certaines régions, des journées de l'innovation ont été créées depuis des années, que ce soit sur la gestion du personnel, mais de chantier, sur le lean management, où il faut aller dedans, on en parle aussi beaucoup là-dedans, sur tout ce qui est numérisation, numérique, le BIM, etc. etc. Je crois qu'on en a beaucoup parlé, beaucoup ont mis les 2 pieds sur le frein. Aujourd'hui, ça va nous tomber dessus, je vous le dis, et ça, c'est un peu l'instabilité qui va arriver, mais ça sera une mesure très forte. Il est possible que le prochain président de la République, quel qu'il soit, ou là, j'en sais rien, dise écoutez, le BIM, c'est obligatoire pour les marchés publics à partir de janvier 2023. On va faire comment? Là, on va se dire on a eu des années pour se préparer et on l'a fait, plus ou moins, mais peut-être pas assez vite, hein. Bon, la FFB a créé sa première journée de l'innovation il y a quelques semaines avec Emmanuel Gravier. C'est ce qui avait été influencé par Jacques Chanu. Déjà, on n'avait pas pu la faire l'année dernière. On l'a fait la première. C'est pour dire, voilà, les entreprises du bâtiment, on veut innover pour progresser dans beaucoup de choses, d'attractivité et tout. Mais aussi, la première des choses, c'est nos marges pour réinvestir. On n'a pas le choix, il faut qu'on aille dedans, il faut qu'on le croque encore plus que l'on fait. Sur l'attractivité des territoires, et tu l'as dit à l'instant aussi, sur tout ce qui était, je disais tout à l'heure, 92% des entreprises sont dans 92% des communes en France ont une entreprise du bâtiment. Et bien là, c'est les infrastructures de nos amis de la FNTP et de Bruno Cavagnier, avec qui on crée beaucoup de choses aujourd'hui, on foisonne aussi. Donc là-dessus, il faut fibrer, il faut proposer du numérique à n'importe quelle pépite du bâtiment, start-up, ce que l'on veut, ou entreprise traditionnelle avec l'intelligence de la main, mais toujours au service de l'innovation. Eh bien là, c'est pareil, il faut qu'on se batte avec nos départements pour qu'ils fibrent encore plus nos régions, nos vallées, parce qu'on le sait bien, ça va attirer dans quelques années, on ne reviendra pas en arrière. Le télétravail, c'est comme la RSE, hein, c'est plus un mot tabou à la Fédération française du bâtiment, c'est quelque chose qui va rester pour certains types de travaux. Pas nos ouvriers évidemment, mais en tout cas, sur certaines agences, on pourra multiplier aussi les agences. Donc là-dessus, il faut qu'on se batte sur une infrastructure numérique, le maillage complet du territoire français et évidemment des départements d'outre-mer. J'y pense toujours. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est pareil, regardez la preuve, hein. On est dans peut-être, je ne sais plus combien, il y a 10 questions, 8 questions. On est dans 8 départements et 8 régions différentes en direct live. Donc voilà, il faut que l'on soit performant là-dessus. Il n'y a que l'innovation, la technologie et notre âme de bâtisseur traditionnel qui nous fera justement emporter tout ça. Donc oui, le soutien à nos entreprises, il faut qu'on soit encore plus performant et profitons des élections qui arrivent aussi pour montrer le bâtiment sur un nouveau visage. Alors, Julien Guilbert, dernière question. Vous dirigez une entreprise de toiture et d'étanchéité dans le Nord, comme beaucoup d'autres. Vous avez une question qui concerne tout le monde ici. Et particulièrement vous, Olivier Saleron, puisque votre question porte sur le rôle de la FFB. Oui, bonjour à tous, bonjour Président. En effet, suite aux différentes questions de mes chers confrères, on a beaucoup parlé de demain pour nos activités, mais la FFB demain, ce sera quoi? Parce que notre environnement est en train de se transformer. Le secteur de bâtiment aussi, en particulier avec, comme le disait Edith, les plateformes qui apparaissent, le numérique, les acteurs industriels qui bousculent nos habitudes et nos métiers. L'idée, c'est quand même de garder la maîtrise de notre destin, les chefs d'entreprise pour ça, pour décider, mais il faut nous adapter et il faut surtout anticiper pour vraiment prévoir demain. Donc,
ma question est relativement simple. La FFB demain, ce sera quoi? Quel service pour répondre à nos attentes et à nos besoins? Le livre. Non, si je le montre, c'est que c'est ça ce qui est à l'intérieur. Hein, ceux qui ont pu le lire, qui ont pris, ou certains qui attendent les vacances pour le lire sur la plage, mettez-le dans votre panier en osier, ce sera toujours sympa. Il y a beaucoup de remontées terrain, il y a beaucoup de témoignages d'entreprises artisanales jusqu'à nos majors. Donc il y a l'arc-en-ciel de tout. On prend le meilleur de toutes les entreprises. Je crois que c'est ça, cette vision à 10-15 ans que l'on veut. Les propositions, alors que ce matin, Edouard disait qu'il est édité, mais je crois qu'il est édité à un exemplaire, c'est celui-là. En fait, il va être numérique. Mais bien sûr, pourquoi il n'est pas édité? Parce qu'on va l'enrichir de toutes ces discussions aujourd'hui, et donc d'Étienne. Donc, sachant que les 106 départements devaient aussi donner des préconisations et des idées par rapport à... Parce que évidemment, dans chaque département, il peut y avoir des experts ou des devins, ou en tout cas des économistes dans l'âme ou des visionnaires, et c'est là-dessus que l'on veut se baser. Évidemment, la FFB va changer, les offres ont changé. J'ai parlé tout à l'heure du télétravail, j'ai parlé... mais ce qui reste vraiment, je le répète, chez nous, un pourcentage très très faible. Mais quoique, l'offre RSE, dont on va parler demain, j'étais d'une émotion totale. J'étais chez mon ami Olivier Rousseil et Marie Dupuis-Courte il y a 15 jours à Rouen, dans le CFA BTP de Rouen. Et je suis arrivé, j'ai vu des jeunes qui travaillaient avec le casque Visio pour apprendre les premiers gestes et qualifiants de tout ce qui était habilitation électrique. Je me retourne, il y avait une imprimante 3D qui était en train de dessiner ce qu'avait fait un jeune étudiant en bac pro et qui modélisait ce qu'il avait dessiné directement au niveau, avec une imprimante 3D. Je me retourne, je vois un drone dans le ciel qui est en train de prendre des mesures et donc d'enseigner à 7 ou 8 gars hyper bien dans leur peau, gars et filles hyper bien dans leur peau, qui sont en train de regarder un tableau numérique avec ce qu'est en train de faire le drone, ce qu'est en train de calculer, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Et je me dis, mais ça fait des années qu'on parle de ça et ça existe déjà. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui existent dans le bâtiment, il y a beaucoup de choses qui sont déjà là, il faut les développer encore plus, parce que ce n'est pas l'avenir, on l'a déjà. Et ça, si on le montre à nos jeunes, moi, j'ai pas d'action dans le CFA BTP de Rouen ou quoi que ce soit, bien que j'ai des amis, mais je crois qu'il faudrait faire des bus entiers de France entière pour aller voir les établissements comme ceci. On parlait aussi de l'établissement de Charente-Maritime d'ailleurs, de l'Agor et tout ça. Allez voir ce qui se fait aujourd'hui de mieux et vous allez voir que les jeunes garçons et les jeunes filles, ils vont venir tout seuls dans le bâtiment. Je vous garantis que cette ascension sociale, cette ascension intellectuelle, quand on voit cette innovation, évidemment, il y avait des tailleurs de pierre, mais le tailleur de pierre, il se servait du laser pour faire ses mesures et tout ça. Et après, évidemment, il avait sa qualité extraordinaire, ce compagnonnage, cette formation fabuleuse, cette expertise de la main. Et évidemment qu'il faut toujours ça, c'est notre base. Mais en tout cas, c'est pas que ça, le bâtiment. Il y a un peu de tout. Donc voilà, moi, je suis très, très optimiste pour la suite. Je crois beaucoup en la jeunesse, en la réorientation aussi. J'en parle souvent, ce n'est plus une anecdote. Nos jeunes adultes reviennent vers des métiers du concret, on le sait. Et puis, je terminerai par ça, à ta question. J'avais promis top chef de chantier ou le meilleur menuisier, comme il y a eu le meilleur pâtissier ou quoi que ce soit, ou le meilleur plombier, le meilleur maçon. Mais en fait, c'était complètement idiot ce que je disais. En fait, je l'avais sous les yeux, on l'avait sous les yeux. Le top chef de chantier, c'est les WorldSkills. C'est les Jeux Olympiques des métiers qui vont avoir lieu à Lyon en 2024, où la fédération est vraiment à fond avec, en facteur humain, en accompagnement des jeunes, en accompagnement psychologique, physique. D'ailleurs, s'il fallait gagner quelques minutes, parce que c'est du haut niveau aussi, tout ce qu'il a dit là. On n'a pas fait de parallèle parce que c'était pas le jeu. Mais voilà, mais tous ces jeunes-là qui vont être aussi... ceux qui ont eu la chance d'aller à Kazan en Russie, il y avait 80 000 personnes dans le stade quand ils disaient la pression des joueurs de rugby. Oui, ça c'est une réalité. Les jeunes ouvriers apprentis du bâtiment, et hommes et femmes, l'ont vécu. Donc c'est extraordinaire. Voilà, il faut aller là-dessus pour changer l'image du bâtiment. Les EGC sont faites pour ça. C'est beaucoup plus grand public, mais c'est pour dire oui, il est temps d'ouvrir à l'éducation nationale
enfin, on a raté la réforme de 2018. Dans la réforme 2018, je dis quand on dit qu'on l'a raté, ça veut dire que les entreprises et les fédérations devaient rentrer à l'intérieur pour donner des référentiels, pour savoir ce qu'il fallait dispenser à nos étudiants, nos apprentis. L'État ne l'a pas voulu, je crois que c'est un raté, parce qu'aujourd'hui, il faut montrer réellement cette innovation que l'on a et nos nouvelles organisations dans l'entreprise. Et je crois que là-dessus, on peut être très confiant à l'avenir, parce que, je ne sais plus qui c'est qui le disait tout à l'heure, nos besoins primaires, c'est se loger, vous voyez. Je dis se loger parce que il faut manger d'abord, se nourrir, hein, et avoir un toit sur la tête. Et avoir quelque chose sur la tête. C'était un peu comme à quelques kilomètres de chez moi, la grotte de Lascaux, où il fallait s'abriter. Et même, vous voyez, à l'époque, il y a 20 000 ans, ils commençaient déjà à peindre. Il y avait déjà des peintres à l'époque. Vous voyez, vous imaginez. Absolument. Merci en tout cas pour ces échanges qui ont été très instructifs. Olivier Saleron, vous restez auprès de moi.